Growpool, comme je le disais, date de 1883, est une entreprise créée à Montauban au XIXe siècle. Leader français des biscuits sous marque de distributeur en France, réalise à peu près 250 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec environ 1600 personnes dans le groupe, dont plus de la moitié en France, l'autre moitié en Pologne. On est très digital. On a notre RSE depuis 2011, des premiers ETI en France. On a notre première imprimante 3D depuis quelques mois. On a un programme de start-up. MyFeedback est une magnifique start-up toulousaine. Vous voyez en bas sur la dernière ligne, ils sont partenaires de Poult et de Bouygues Télécom. Je ne sais pas qui est Bouygues. On a co-signé un livre blanc sur l'open data avec 2-3 petites entreprises françaises il y a 1 an et demi, maintenant 2 ans. Et puis on fait de l'open innovation. Donc on est effectivement en train de proposer, de travailler sur un programme de recherche avec les laboratoires Pierre Fabre. VGplast, une magnifique PME basée à Tarbes. Un laboratoire du CNRS, un laboratoire public de design pour réinventer le biscuit qui sera vendu en pharmacie et qui réglera vos problèmes de stress, de sommeil ou des problématiques d'immunité infantile. Voilà, c'est juste pour vous dire que ça a fait un petit peu de bruit dans la presse. On n'a pas l'habitude de ça. Et il y a juste un petit film qui dure 2-3 minutes. Les Français sont les plus déprimés du monde. Mais certains résistent encore. On va dire que je m'éclate dans mon job. Moi, je vous dis, tous les matins, quand je me lève, quand je viens travailler, je prends un agréable plaisir. Du bonheur au travail, nous ne sommes ni dans une secte, ni dans une fiction, mais dans une entreprise, tout ce qu'il y a de plus classique. Sauf qu'il s'y passe quelque chose d'étrange. Les employés sont heureux, depuis que la direction a totalement changé l'organisation du travail. Au début, on était comme des robots. Tu viens, tu fais ce qu'on t'a demandé, ne cherche pas à comprendre. Et maintenant, c'est l'inverse. Tu fais pas ce qu'on te demande. Tu fais ce qui est bien. Pour révolutionner l'entreprise, il a fallu bousculer les mentalités et convaincre les réticents. Des employés comme moi pensaient qu'on allait droit dans le mur, quoi. Aujourd'hui, le nouveau modèle fonctionne si bien que personne ne songerait à partir, même pour un pont d'or. Aller dans une usine avec un double salaire et avec l'organisation qu'on avait avant, non, je n'irai pas. C'est sûr que non. Je vois les gens sur l'île, ils sont beaucoup plus heureux. Ils sont calmes, ils sont zen. Et ça, c'est grâce justement à ce travail de fond. En plus, dans un pays en panne de croissance, cette société prospère et même la comptable est heureuse. Je pense qu'on décuple la productivité des personnes dans un système comme celui-ci, évidemment. Alors, quelle est la recette magique? Et si ce rêve était à la portée de tous? Comment font d'autres entreprises dans le reste du monde pour trouver le bonheur au travail? Marc, si vous voulez bien remettre un peu de lumière. Ouais, c'est magique. Voilà, ça c'est pour la page de pub. Je ne vends pas de voiture, moi. Pardon, il faut que je reste là. On ne vend pas de voiture. On a parlé beaucoup de management d'innovation aujourd'hui. Là, on va vous parler un petit peu d'innovation managériale. Et ce n'est pas un jeu de mots. Puisqu'effectivement, on a décidé de revisiter un petit peu le taylorisme ou le néo-taylorisme. Vous savez, cette magnifique méthode d'organisation du travail qui date d'un siècle, puisque la première ligne de production a un siècle environ. Quelques jours de plus, enfin quelques semaines de plus, ça a été inventé par des gens brillants qui étaient nés aux alentours de 1850 et qui n'avaient pas vraiment de téléphone portable dans la poche. En décembre 2010, on a reçu le trophée du management de l'innovation parce qu'on a osé fermer une usine pendant une journée et inviter 400 salariés dans une salle de spectacle en fait, pour réorganiser le site. Ils ont décidé de supprimer 2 niveaux hiérarchiques et en 2 ans, ils ont doublé le résultat d'exploitation du site. Ça a un peu épaté. C'est la première fois qu'on donnait ce prix à une PME, d'autant plus qu'une PME de province et pas un grand groupe international. Vous voyez la petite mascotte qui est au milieu là, sur l'épaule d'Anne-Sophie qui est juste là. La petite mascotte, c'est Growpool, c'est lui qui communique sur notre réseau social entreprise, par exemple, parce qu'on a décidé de le faire un petit peu à la californienne et de mettre du fun dans ce qu'on faisait. D'ailleurs, je trouve qu'aujourd'hui, on a été un peu chargé, hein, un peu formel, ça doit être le lieu. Ça doit être le lieu. On a recommencé 2 ans après parce qu'on trouvait ça sympa et puis il y avait encore de la place sur l'étagère. Cette fois avec Innovacteur qui sont partenaires, si j'ai bien vu, de cette belle rencontre. Et puis je vais continuer la page de pub. Il faut venir nous soutenir le 26 juin à la Mutualité à Paris pour les espoirs du management. C'est la salle qui va voter pour savoir qui aura le trophée.
Et encore, on a un tout petit peu de place sur l'étagère, donc si vous pouvez nous filer un coup de main, on serait ravis. On a un projet un peu fou, qui est de construire ensemble. Alors on le fait en France, pour être très honnête aujourd'hui, et pas en Pologne. Donc à 800, construire ensemble une entreprise citoyenne où la liberté et la confiance assurent la performance et la pérennité de l'entreprise. Avec 3 défis. Hop, je vais trop vite. 3 défis majeurs: faire de l'innovation l'affaire de tous. C'est-à-dire pas seulement du patron de l'innovation, de la R&D, du market ou je ne sais quoi. Créer une entreprise où chacun donne le meilleur de soi-même, donc les conditions pour que chacun donne le meilleur de soi-même. Et puis créer un système vivant capable de renouveau spontané. Donc, on parle d'agilité stratégique, de capacité à réinventer son business model, à s'adapter à un environnement qui change à une vitesse de dingue. On travaille sur 3 axes en fait, qui pour nous sont des axes sur lesquels l'ensemble des entreprises travaillent aujourd'hui, en tout cas c'est ce qu'elles disent. L'engagement des salariés, on parle d'empowerment, l'hyper-innovation, capacité justement à démultiplier ses capacités créatives, et puis l'agilité stratégique, cette capacité à remettre en cause son business model, à le faire évoluer, à s'adapter à un environnement mouvant. Avec 3 défis, on aime bien le 3, hein. Enfin, c'est surtout moi qui aime bien les triangles et les 3. Créer de nouveaux business models pour entreprises. Former les leaders de demain, qui ne sont pas les leaders d'hier, clairement pas. On ne manage pas des jeunes personnes de 25 ans aujourd'hui comme on les manageait il y a 15 ans ou 20 ans. Et puis faire de chacun un acteur d'innovation, c'est-à-dire de remettre la créativité au cœur de l'entreprise. Pour ça, on se dit qu'on allait juste prendre un axe assez simple. On va essayer de réconcilier l'économique, le social et l'humain. Carlos vous dirait le sociétal, mais comme il n'est pas là, tant pis pour lui. Donc on a travaillé sur 3 mots magiques. La résilience, c'est cette capacité à traverser les crises. Nous, on ne parle pas de crise, on parle d'innovation. La reconnaissance des personnes, des individus, leur capacité à faire, leur capacité à explorer les territoires, à être créatifs, à s'autonomiser, leur capacité de leadership. Et puis le renouveau des méthodes, de façon de travailler entre nous, des méthodes de collaboration, puisque l'enjeu, c'est de développer la collaboration interne dans l'entreprise et externe avec un écosystème. Alors très rapidement, quelques grands principes sur l'axe, là encore 3 axes. La démocratisation. On a déhiérarchisé l'entreprise, c'est-à-dire qu'on n'a plus de comité de direction par exemple. On a une équipe qui s'appelle l'équipe projet entreprise, qui est là pour donner la direction, le sens dans lequel l'entreprise devrait se diriger. Il y a 15 personnes, depuis 2 mois maintenant, il y a 5 des 15 personnes qui sont des ouvriers. Donc il y a 5 ex-4 dirigeants qui sont sortis sur base du volontariat pour laisser leur place à des ouvriers en fait. On a fait la première réunion tous ensemble il y a quelques semaines. J'ai jamais vu un comité de direction fonctionner aussi bien que ce jour-là. On travaille sur l'autonomie des personnes et sur leur autonomisation même. On est organisé en réseau d'équipes, c'est-à-dire qu'on a supprimé les silos fonctionnels. Il n'y a plus de DRH, il n'y a plus de directeur commercial, il n'y a plus de directeur marketing, il n'y a plus de directeur industriel. On a conservé ces personnes-là dans l'organisation, on leur demande de connecter l'entreprise avec son écosystème. Mais on a une équipe marketing qui n'a pas de boss, une équipe commerciale qui n'a pas de boss. Voilà, on a des petites équipes comme ça, avec lesquelles on est en train de travailler pour justement développer du leadership tournant. Chacun sera le patron pendant quelques mois, et qui sont organisés en réseau d'équipes avec justement ce réseau social d'entreprise qui leur permet de collaborer. Et puis, pour les enjeux stratégiques, c'est-à-dire les rémunérations, les investissements, c'est des collectifs représentatifs de l'entreprise qui s'en occupent, qui les gèrent. On a pas mal bossé sur l'axe communication aussi. C'est-à-dire que par principe, il n'y a pas de confidentialité dans l'entreprise, sauf quand elle nous est imposée par nos stakeholders. C'est-à-dire que par principe, on fait confiance à l'ensemble des personnes de l'organisation, on considère qu'on est une communauté et qu'on rame tous dans le même sens. Alors, des sociologues me disent toujours qu'il y a 2-3% de brebis galeuses dans toute organisation. Nous, on a décidé de ne pas contraindre les 97% de bienveillants du fait de l'existence de 2 ou 3%. Et puis une communication qui est créée par tous et pour tous. Et enfin, sur un axe autonomisation des personnes, on considère qu'il n'y a qu'une forme d'apprentissage, c'est l'apprentissage dans l'action. Et donc on a décrété le droit à l'expérimentation et le droit à l'erreur, les deux allant évidemment de pair. Donc n'importe quel ouvrier peut prendre son temps de travail pour expérimenter quelque chose, n'importe quel cadre du middle management peut monter une équipe pour résoudre une problématique ou des choses comme ça. Ça a l'air dingue, mais ça fonctionne.
Alors ça se fait pas tout seul, hein. Enfin, ça se fait pas juste avec des principes, ça se fait aussi avec de nombreux dispositifs. En bas, vous avez en gros l'organisation d'entreprise sur l'axe du bas, sur l'axe démocratisation. Donc historiquement, on est organisé de façon très opérationnelle, chacun devant sa machine ou son PC. En 2006, on a lancé une démarche qui visait à définir les valeurs communes et la vision partagée, la raison d'être de l'entreprise et sa vision partagée à moyen terme. En 2010, on a décidé qu'on deviendrait une des entreprises les plus innovantes de l'agroalimentaire. Et puis en 2012, qu'on s'appuierait sur cette démarche de renouveau spontané. Donc on est passé des silos fonctionnels à des équipes produits, à des réseaux d'équipes autonomes qui travaillent en concertation si possible. Sur l'axe management de l'innovation qui est au-dessus de la flèche, vous voyez qu'on a commencé par l'innovation produit. On a de la chance de ne pas vendre des voitures ou des moteurs d'avion, mais des biscuits. Et c'est relativement simple de faire de l'innovation produit, de faire du prototypage, d'essayer plein de choses. Donc tout le monde a cette liberté-là aujourd'hui dans l'entreprise. On est passé à des phases d'amélioration continue, accompagnées par un cabinet de conseil suédois, en fait, parce qu'en France, on n'a pas trouvé de cabinet de conseil qui était capable de nous accompagner en partant, sans faire de lean management, mais justement en faisant de l'ergonomie, et du bien-être et de l'amélioration des conditions de travail. Ça crée de la productivité de façon assez bluffante. Et puis là, on est en train de créer des dispositifs pour accompagner la création de nouveaux business models. Tout ça porté par la belle flèche bleue d'autonomisation des personnes, puisqu'on considère que la créativité et l'individualisation sont à peu près la même chose. Donc on a commencé par une démarche participative qui s'appelait Tous Innov. On a remonté 1200 idées en interne sur la capacité à créer de nouveaux produits. Et puis on s'est rendu compte qu'on n'était pas capable de les absorber de toute façon au niveau équipe centrale, enfin, ce qu'on appelle les fonctions support aujourd'hui, qu'on appelait les fonctions centrales historiquement. Du coup, on est en train de prendre un tout autre chemin. On a commencé par créer une Poult Academy. Alors il n'y a même pas de local, hein. Enfin, c'est un truc virtuel. Et on fait des ateliers, c'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un a une aptitude en entreprise, il peut la proposer en termes de speed learning à l'ensemble des autres salariés qui peuvent venir la suivre sur base de volontariat. Le volontariat étant très très présent dans notre façon d'agir. Et puis on a créé une formation qui s'appelle Leadership et Entrepreneuriat sur un modèle de pédagogie scandinave qui vient de Finlande, où en fait on monte un business en équipe et on n'a pas un prof, on a un coach. Donc ça, c'est l'ensemble des dispositifs qu'on a créés pour accompagner tout ça. Je vais prendre juste la barre supérieure, parce que comme vous êtes tous des experts d'innovation ici, je ne vais pas vous raconter qu'on fait de l'intelligence économique partagée. Barapoult, c'est notre réseau social d'entreprise. Je suis désolé pour le nom, mais ça a été proposé en interne et voté en interne. L'UpSup, c'est notre programme de partenariat, c'est le Poult Startup Programme. C'est pareil, on a screené plus d'une centaine de startups en France sur 5 domaines clés, 5 domaines stratégiques de l'entreprise. Et puis on a demandé à la communauté de voter pour les startups qu'ils considéraient être les plus aptes à développer des partenariats avec l'entreprise. Ça va très vite dans ce domaine, on en avait 5, il n'y en a plus que 3. Ça a presque un an, vous voyez, ça va très très vite. Avec MyFeedback, que je vous présentais tout en toute introduction, on est en train d'inventer le premier biscuit connectable. S'il y a quelqu'un d'Amazon dans la salle, ça m'intéresse. Il y a mon Twitter à la fin. Puis il y a une demoiselle qui bosse là-dessus, là-haut, tout en haut de l'amphi. On essaie de développer des clusters, parce qu'en France, on a vous savez, des comités de labellisation, des choses comme ça, enfin, des boîtes à tampons. Et du coup, on s'est dit, on va essayer de développer des boîtes à fabriquer des choses, enfin, à créer de la valeur. Donc on a essayé de monter des clusters avec nos petits bras, un dans le sud-ouest. Malheureusement, on n'a pas réussi, parce qu'on n'a sûrement pas suffisamment on n'a pas la taille critique en fait en termes de nombre d'entreprises pour le monter. Des clusters agro-innovants. Par contre, en Bretagne, Pays de Loire, on est en train de faire des choses assez sympathiques avec de très jolies entreprises que je ne peux pas vous citer par confidentialité, enfin parce que je ne leur ai pas demandé leur autorisation, mais avec des PME et des petits groupes industriels que vous connaissez très bien. Et puis on a développé un incubateur interne. Donc actuellement, on est en train de monter une entreprise de service qui va être un accélérateur d'innovation qu'on va proposer à des grands groupes, parce qu'on les trouve un petit peu mous. On est en train de développer une légumerie bio et locale, par exemple, qui nous apprend plein de choses, qui nous apprend comment on rentre sur les marchés publics, comment on rentre sur la restauration en foyer, qui nous apprend à faire du sourcing en local, plein de choses comme ça. Et en termes de management, on est en train d'expérimenter quelque chose un peu fou, ce qu'on appelle le leadership tournant, que vous avez tout en haut de la flèche.
C'est-à-dire qu'effectivement, l'ensemble des instances décisionnelles de l'entreprise qui vont structurellement prendre des décisions pour l'entreprise, on leur impose deux choses. On leur impose la représentativité absolue, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient représentatifs de l'ensemble des collèges de l'entreprise, et on leur impose de tourner par tiers tous les ans. C'est-à-dire que le pseudo-comité de direction, là, il va tourner par tiers tous les ans. On va faire entrer des nouvelles personnes, comme le comité de CAPEX, comme dans l'équipe qui drive l'incubateur, comme dans l'équipe qui va gérer les rémunérations, par exemple, pour éviter les baronnies, pour favoriser l'intelligence collective, parce qu'on démontre que ça fonctionne et que ça crée de la valeur. Et puis pour former les personnes, parce que vous imaginez bien quand un ouvrier a été mis en position de décider pour l'ensemble de l'entreprise des investissements l'année prochaine, bah, ça change un petit peu sa façon de voir les choses dans l'entreprise et son engagement dans l'entreprise. Voilà, je vais m'arrêter là, je crois. Parce que je ne sais plus ce qu'il y a après. Ah si, pour finir. Donc voilà, on est passé de l'individuel au participatif. En général, c'est là qu'en sont les groupes aujourd'hui, les grands groupes. Ensuite, au collaboratif, c'est-à-dire que chacun a le droit de mettre en œuvre ses idées. Et puis on est en train de travailler donc sur cette dimension de leadership, pour former les leaders de demain. Sachant que pour nous, enfin, la vision qu'on a de l'entreprise, c'est le management d'écosystème et l'open innovation. On n'imagine pas qu'une entreprise puisse vivre demain comme elle vivait hier, à l'intérieur de sa structure, de sa petite boîte, sans partenariat. Je crois qu'on a entendu le mot partenariat beaucoup aujourd'hui. Si ça vous intéresse, 4 bouquins qui nous ont éclairés un peu plus que les autres. Daniel Pink, La vérité sur ce qui nous motive. On pense encore en France que la carotte et le bâton, ça fonctionne. Depuis les années 60, on a démontré scientifiquement que c'était une belle erreur, que c'était même contre-productif sur des problématiques complexes. Gary Hamel, qui est le père du management 2.0, considéré comme le gourou du management aux États-Unis et dans les pays anglo-saxons. Tony Hsieh, l'entreprise du bonheur, vous savez, Zappos, c'est le leader mondial de la vente de chaussures en ligne, vendu 1 milliard d'euros à Amazon 3 ans après sa création, si je me rappelle bien. Et puis Isaac Getz, qui est chercheur à Subdeco Paris, là, pas très loin d'ici, qui a écrit Liberté et compagnie, qui a coécrit Liberté et compagnie, où vous apprenez que Harley Davidson est une entreprise libérée et que la plupart d'entre vous vivez dans des dictatures. Cette fois, j'ai fini.